Donc bonjour, bonsoir, merci. Et on va peut-être se présenter du coup. Donc enchanté, on est Marine et Xavier. On a créé Piece of Cake Studio en 2015. Je sais pas si on m'entend bien, je n'ai pas l'habitude des micros. Ouais, c'est bien. Ok. Je regarde. Voilà, slide. Excusez-nous le temps de. On n'a pas mémorisé nos slides non donc plus. on est basé à Paris et actuellement on est une équipe de 16 personnes. On travaille sur des choses qui ont rapport aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, on vient vous présenter non pas le post-mortem de Hack'Tag, parce qu'on ne considère pas que Hack'Tag soit mort, mais on vous présente le post-mortem en fait des années de naissance de Hack'Tag jusqu'à 2021 pour vous expliquer un petit peu notre parcours. Voilà. Voilà. Ce qui s'est bien passé et puis ce qui s'est forcément moins bien passé. Alors peut-être que vous n'êtes pas au courant de ce que c'est Hack'Tag parce qu'on en parle. Donc c'est un jeu coopératif à 2 joueurs sur le thème de l'infiltration et du hacking. C'est un jeu asymétrique avec un hacker et un agent infiltré et les deux doivent s'infiltrer dans un building et ça se passe pas comme prévu. Voilà. Donc ça se joue en multijoueur et je vous mets juste la vidéo comme ça vous savez de quoi on parle et après vous pourrez comparer avec d'où on vient. Si ça se lance. Ça c'était Hack'Tag. Déjà est-ce que... Non. Okay. Arrêtez. Attendez de voir la première vidéo. Déjà, juste, c'est pour moi savoir, parce que j'étais obligé de m'occuper un petit peu du marketing après coup et de la communication. Qui connaissait ici Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? C'est juste pour avoir une idée. Ok, merci. Donc, ceux qui n'est pas un copain. Qui n'est pas un copain ici? Ah, il y en a vachement, d'accord. Ok, c'est noté. Donc voilà, ça c'est le trailer qu'on a lancé en 2018 quand le jeu est sorti. Donc le jeu est sorti en février 2018 et on va vous expliquer un petit peu comment on en est arrivé là, puisque à la base nous on était juste un programmeur et un designer dans des studios de jeux vidéo. Voilà, donc ça c'est la partie que j'aime pas normalement montrer. C'est le côté un petit peu plus privé, mais ça fait partie de l'histoire. C'est toi qui as fait les slides, hein, je veux dire. C'est moi qui ai fait les slides, mais par honnêteté avec vous, je me suis senti obligé de vous expliquer un petit peu comment était créé Piece of Cake Studio. Donc en fait, il y a Marine qui évoluait de son côté, il y a Xavier qui évoluait de son côté, et en fait, on s'est retrouvés dans la même boîte en 2007. C'était chez Eden Games, et depuis, on ne s'est plus quitté. On a fait il y a des gens ici qui sont en train de reproduire la même chose que nous. C'est vrai. Chloé, si tu nous regardes. Donc depuis 2007, en fait, on a toujours évolué dans les mêmes studios. On a fait Eden Games, ensuite on a fait Ankama, donc on a habité à Lille, on était rue des Tanneurs. J'en garde un très bon souvenir en noir et blanc. Et ensuite on a décidé de faire un petit break sur le développement du jeu vidéo pur pour aller enseigner à des étudiants comment faire du jeu vidéo. Et
En fait, pour la petite histoire, quand on s'était rencontrés en 2007 avec Marine m'a dit « Bonjour Xavier, moi je suis Marine et j'aime bien voyager ». Et elle m'avait prévenu à l'époque qu'elle voudrait certainement à un moment travailler à l'étranger ou vivre à l'étranger. Sauf que moi j'imaginais le Canada ou les États-Unis, et en fait on est parti en Inde pour enseigner. Voilà. Et au bout de quelques temps, très rapidement en réalité, on a vu les étudiants faire des projets de jeux vidéo, et en gros au bout d'un an on avait déjà envie à nouveau de refaire du jeu vidéo, et on a décidé de réfléchir autour d'un concept qui était en coopération, parce qu'avec Marine on jouait beaucoup en coopération tous les deux. Et c'est ce qui a donné naissance en fait à Actag et à la naissance de la boîte Piece of Cake Studio en 2015. Wow, ça c'est rapidement, c'est un peu tout le jeu. Ouais, c'est juste histoire de dire on a fait des trucs quoi. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi on est arrivé là. Du coup, effectivement, en Inde, on s'est dit que bon, c'était chouette de voir les étudiants faire des jeux, mais c'était plus cool si nous on pouvait en faire aussi. Du coup, on a décidé de partir en Thaïlande. Oui, parce que logique. Du coup, pour commencer à réfléchir sur notre projet. Donc, à ce moment-là, on n'avait peut-être pas encore le nom Actag en tête, mais on savait qu'on voulait un jeu multijoueur, infiltration. Et puis, donc, on est parti vivre en Thaïlande. On a quitté notre boulot. On vivait sur le peu de fonds propres qu'on avait. Heureusement, la Thaïlande, c'était pas très cher. C'est aussi une raison pour laquelle on est parti en Thaïlande, parce que comme on était en Inde, en fait, c'était pratique, c'était à côté, il faisait chaud, et nous, ça nous permettait de mettre en place plein de choses pour le projet, et aussi d'un point de vue privé, puisque c'est là où on a eu où notre premier enfant est né. Donc, oui, alors, oui. On a joint l'utile à l'agréable, on va dire. Alors, il était déjà en cours, enfin, il était déjà prévu. Je suis pas allé là-haut en Thaïlande avec Marine spécialement pour ça. Je précise parce que c'était pas clair dans mon explication. Non, mais c'est pour ça que d'habitude on me sort pas. Hein. D'habitude je suis dans la prod. Tu regrettes pas, Laurent, hein? Donc ça a commencé par du paper prototype, hein. On va commencer par le classique. Donc moi je viens du game design principalement, donc je me suis un peu occupée de savoir qu'est-ce qu'on allait faire, parce qu'on avait plein d'idées, mais il fallait les mettre en pas. Et Xavier, lui, qui était plus dans tout ce qui était, alors à l'époque technical, graphiste aussi, graphique. Oh, vas-y. Non, oui, c'est ça. En fait, on avait des phases où on réfléchissait tous les deux évidemment au game concept, puisque c'est un projet qu'on a réfléchi à deux. Pour vous donner une idée, en fait, chez Piece of Cake Studio, on fait souvent des projets qui ont rapport à des œuvres audiovisuels, films ou séries qui nous parlent. Un feeling surtout. Un feeling. Et là, pour le coup, pour Actag, on regardait pas mal de choses à l'époque qui avaient lieu, qui étaient autour de l'infiltration. L'exemple que je peux vous donner, même si c'était pas du tout le genre de truc qu'on regardait, mais c'est genre Mission Impossible, en fait, avec Tom Cruise et Simon Pegg. Donc Tom Cruise qui est sur le terrain et Simon Pegg qui fait le hacker, et c'est un peu parti de là, et on a réfléchi autour de ça. Donc le concept, on l'a réfléchi ensemble, et puis effectivement Marine étant game designeuse de formation et moi étant plutôt programmeur de formation, on s'est réparti les tâches qui étaient spécifiques là-dessus tout en réfléchissant, et on a avancé vraiment sur la partie conceptuelle du projet en Thaïlande fin 2014 jusqu'à 2015. Pour la petite anecdote, on voulait un gameplay. Enfin, c'est pas qu'on voulait un gameplay non violent comme il est non violent, c'est surtout que on voulait beaucoup de coopération entre les deux, et le fait que l'un ou l'autre puisse être violent vis-à-vis de son propre système, donc que ce soit sur le terrain ou ça, faisait que l'autre ne servait beaucoup moins que le premier. Donc il fallait le côté non violent est venu de là. Donc du coup, en début 2015, je me souviens plus des dates exactes parce que ça commence à dater quand même. En mars, on est rentré en France avec notre concept sous les bras, avec un bébé aussi sous les bras, et on a un petit prototype, et on a commencé à travailler autour de l'univers. Donc comme Marine a expliqué, on avait des contraintes en termes de gameplay parce que c'était un jeu, on l'a pas forcément dit, mais c'est un jeu spécifiquement pour 2 joueurs en coopération. Donc d'un point de vue gameplay, il fallait vraiment que la coop, surtout que les 2 joueurs sont sur des
sont sur des environnements asymétriques, puisqu'il y a un hacker qui est infiltré dans un bâtiment sur le réseau informatique, et il y a un agent infiltré qui est dans le bâtiment physiquement, et on voulait que les deux s'entraident en fait à progresser. Et on a par conséquent eu des réflexions sur comment on fait en sorte que l'agent qui est infiltré, il assomme pas le garde pour pouvoir avancer. Et du coup, ça a poussé les choses vers la non-violence. Et du coup, à partir de là, on a commencé à créer l'univers de Hack-Tag avec un univers qui soit à la fois compatible avec les éléments de gameplay, mais aussi qui soit compatible avec des besoins, des contraintes de production, parce qu'il faut quand même se l'avouer, on est des développeurs de jeux vidéo, on n'est pas hyper riches, il fallait qu'on fasse un jeu, donc on est indépendant, donc il fallait qu'on trouve des moyens assez simples d'arriver à nos fins. Et le côté stylisé, un petit peu la Black Sad nous intéressait, pour toutes ces raisons. Ouais, il fallait savoir que dès le début, on était conscient que c'était une grosse contrainte que ce soit multijoueur seulement, enfin de coop, donc à 2 joueurs, c'est pas quelque chose qu'on pouvait jouer seul. Et en même temps, tout le concept se basait là-dessus, et c'était ça qui était intéressant, c'était de vraiment construire le concept autour de ça. Ça a poussé l'univers, donc effectivement, comme il a dit, avec Black Sad qu'on aimait beaucoup, dans le sens où, comment comprendre qu'on n'assomme pas un garde si on est un chat et qu'il y a un rhinocéros en face de nous? On comprend très vite que, alors que ça serait 2 militaires, on ne comprendrait pas forcément l'enjeu et pourquoi on ne pourrait pas le faire. Bref, avant de passer à la suivante, juste, du coup, on est rentré en France, on a créé ça, et en fait, faut voir que Marine et moi, si vous l'avez pas compris encore, on est en couple. C'était pas évident, donc je vous le dis quand même en petit indice. Et du coup, avant de créer le studio, on avait besoin d'être rassurés. On avait besoin de se dire, ok, on part tous les deux sur la création d'un studio. Déjà, c'est un peu dingue. On est un petit peu con. On n'a aucune idée de ce que c'est qu'un studio à cette époque. Il faut être honnête. On n'a aucune idée. Travailler dedans. Ouais, on n'a aucune idée de la partie entrepreneuriale, la partie création de studio. On sait juste faire du jeu vidéo. On sait faire un jeu vidéo. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on connaît pas tout le reste. Et d'habitude, quand il y a quelqu'un qui se met en indépendant, en couple, en tout cas. Je sais pas, la deuxième personne, peut-être un emploi un peu plus stable, sauf que là, on partait tous les deux. Donc on avait vraiment besoin de cette validation auprès de pros, auprès de pairs, quoi. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va présenter le pitch qu'on a du jeu, on va le présenter en fait à un concours de pitch qui était organisé à l'époque à Lyon. Par Imaginov. Par Imaginov, qui s'appelait Global Connect. Je ne sais pas si ça existe encore. On a présenté le projet et on a eu la chance de gagner à ce moment-là. Et en plus de ça, ça nous a offert des places à la Game Connection pour rencontrer des éditeurs. Oui, c'est surtout ça le gain, parce que gagner c'était gentil, mais c'était surtout la place pour la Game Connection gratuite qui était ça, et puis surtout la validation. On avait vraiment besoin de ça pour créer la boîte en fait. Voilà. Alors voilà ce qu'on a présenté à l'époque. Avant que je le lance, parce que quand même, ça date d'il y a presque 7 ans maintenant, 8 ans. Enfin, c'est long, faut remettre dans le contexte de l'époque. Je ne sais même pas d'où il a sorti. Voilà. Et on voit qu'il y a Xavier au milieu. C'est marrant, je vois que mon nom. Donc, faut remettre ça dans le contexte. Non.
N'applaudissez pas, n'encouragez pas ce genre de choses. Ne faites pas ça. Il faut se remettre dans le contexte à l'époque. Donc, on était juste un game designer, une game designeuse et un programmeur. On lançait une boîte. On n'avait aucune compétence en montage. On n'avait rien du tout. Par contre, on avait commencé déjà à l'époque à recontacter des anciens collègues pour justement essayer de nous aider un petit peu à mettre sur le papier. Parce qu'on n'est pas dessinateur, on ne sait pas dessiner, on n'est pas artiste, justement les idées qu'on avait. Et grosso modo, ce que vous avez vu, c'est ce qui a gagné la Global Media Connect. Voilà. Donc évidemment, derrière, il y a un concept qui est quand même assez fort. Le côté gameplay asymétrique, un hacker, un agent, ça marche bien en coopération. Surtout qu'il y a tout un pan qu'on va vous exposer un petit peu après qui concerne aussi l'innovation technique, on va dire, autour de ça. On a gagné notre place à la Game Connection sur le stand d'Imaginov. Ce qui nous a permis de rencontrer sur 2 jours plus de 36 éditeurs qu'on avait pris rendez-vous à la chaîne sans vraiment comprendre, parce que déjà on ne les connaissait pas, on ne connaissait personne, et puis sans vraiment comprendre les enjeux. Bon, on a bien compris une fois sur place. Oui, et puis surtout, en fait, il faut voir aussi que c'est comme on avait gagné Global Media Connect, je suis obligé de dire gagner, ça me saoule un petit peu de le dire. C'est gênant, en fait. Juste, il faut comprendre qu'on était dans une phase de création d'entreprise. Donc là, on avait déposé, en fait, officiellement. On est arrivé, en fait, à la Game Connection, et les mecs nous rencontraient, et ils nous disaient, OK, la boîte est créée depuis quand ? Et on disait, bah, en fait, aujourd'hui. Là, c'est officiel aujourd'hui. Le jour même, on a reçu un message du comptable qui nous a dit, ça y est, c'est créé. Bah, ça y est, on est créé. Et donc là, en même temps qu'on parlait aux éditeurs, on avait tout ce processus de création d'entreprise et on commençait à réfléchir à comment on allait faire pour trouver des locaux, pour trouver de l'argent, évidemment, pour trouver des gens pour travailler avec nous. Et en plus, on avait en tête, essentiellement parce qu'on était passé par Eden Games, et puis aussi un petit peu par Ankama, mais essentiellement par Eden Games, on avait travaillé en fait dans un studio qui avait l'habitude de travailler avec un éditeur. Donc nous, notre idée, c'était de partir en indé, mais en fait de travailler avec un éditeur directement. On connaissait pas en fait indé, partir tout seul, on savait pas comment on allait pouvoir faire. Enfin, moi, j'avais vraiment ce côté où je voulais minimiser les risques et me dire s'il y a un éditeur. Voilà, les risques sont moindres, potentiellement. C'est une partie qu'on ne maîtrisait pas, la partie distribution, la partie communication, marketing. Donc ça nous paraissait intelligent d'aller vers eux. Sauf qu'évidemment, notre projet est assez niche. On le savait, on visait cette niche-là, on savait qu'elle existait. Enfin, on le pensait en tout cas très fort. Coopération à 2 joueurs. Il se trouve que depuis 2015, il y a eu quand même pas mal de projets et de boîtes qui ont sorti des jeux autour de ce concept-là qui marchent. Donc on ne s'était pas trop trompé, mais effectivement, en 2015, à l'époque, il faut voir que c'était un petit peu plus compliqué de convaincre des éditeurs. Du coup, on a vu beaucoup d'éditeurs, et puis on a aussi vu, alors à côté de ça, beaucoup de patrons de studios qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont donné des retours. On est allé voir plein de clusters, comme ici. On est allé voir le SNJV, on est allé voir plein de monde pour nous orienter, pour nous aider, et puis pour ensuite trouver les bons partenaires pour pouvoir partir. Voilà, sachant que ce qu'il faut noter, en fait, c'est que c'est toujours pareil, hein, c'est toujours l'histoire de... On est Marine et Xavier, on est un couple professionnel, mais aussi un couple au niveau privé, et en fait, on aime bien travailler avec des gens. Et on avait envie de travailler avec des gens tout de suite, en fait. On n'avait pas envie de travailler, partir à 2. On aurait pu, hein. Il y a des indés qui le font très bien tout seuls. Ils partent à 2, 3, ils avancent sur des bons projets. Et nous, on a ce besoin de travailler avec des gens parce qu'on aime ça, juste. Et du coup, ça implique beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de choses parce que si tu travailles avec des gens, tu peux pas juste travailler dans ton studio, chez toi, dans ton appartement. Tu es obligé de trouver un local, tu es obligé de trouver des machines, tu es obligé de trouver de l'argent pour tout ça. Tu es obligé de trouver de l'argent pour payer ces gens-là aussi. C'est mieux. Et du coup, oui, c'est mieux. On a essayé sans, ça marche pas. Non, on n'a pas essayé sans. Retirer ça. Ça enregistre. Du coup, en fait, on s'est rapproché de structures qui existent, qui sont des incubateurs. Parce que on savait parler d'un projet, mais on savait pas parler de notre projet de boîte. Dans toutes les personnes qu'on avait rencontrées, parce qu'on fait ça quand même, on prend des précautions, donc on prend des avis, on prend des conseils. Ils nous avaient tous expliqué en tout cas que si on crée la boîte, il fallait pas partir avec juste une idée d'un projet de jeu. Parce qu'une fois que le jeu est fini, sinon bah tu sais juste pas quoi faire pour la suite. Il faut vraiment avoir l'idée de partir, tu crées
un jeu, mais c'est dans la direction d'une boîte que tu crées avec, pour savoir tout de suite, voilà, de quoi tu vas parler avec les gens. C'est quoi ta boîte? C'est quoi ta boîte en fait? Où est-ce que tu veux aller? Parce que si c'est juste pour sortir un jeu, du coup c'est beaucoup plus dur de convaincre des gens qui peuvent t'aider financièrement ou des gens qui peuvent t'aider d'une autre façon, je sais pas. Et ça c'est vraiment un concept qu'on n'avait pas du tout de notre côté. On nous parlait de business plan. On comprenait le concept, on savait qu'il fallait parler de l'entreprise, mais on ne savait pas ce que c'était vraiment d'un point de vue structure, format, etc. Et donc c'est là que l'incubateur en fait a été pratique pour ça. Donc on a rejoint un incubateur qui s'appelle Paris & Co, qui est un incubateur de la ville de Paris, qui maintenant a changé de nom, s'appelle Link, je crois. On leur a présenté notre dossier. Ils nous ont bien fait remarquer qu'on présentait un dossier sur un jeu et pas sur une entreprise. Mais en fait, le projet leur a parlé, le projet de jeu, mais aussi toute la partie technologique qu'il y avait derrière. Et du coup, on a intégré un tout nouveau bâtiment qui était encore en travaux au moment où on est rentré dedans, qui s'appelle le Cargo, qui est à Paris et où on est toujours. Donc on a fait tous les étages du Cargo. Mais il est en train de couler. Mais... Je ne suis pas au courant. On a fait tous les étages du Cargo depuis maintenant 6 ans, on est dedans. Mais voilà, c'était très pratique parce que ça nous a permis d'avoir un accès à un local. Et puis après, du coup, on a installé des bureaux, des PC, et on a pu surtout se concentrer sur le recrutement, puisqu'on voulait partir avec donc une petite équipe. Du coup, notre ADN, sur quoi on a vraiment, on s'est dit, la boîte, c'est ça, voilà. C'est ça notre boîte, c'est des jeux de coopération, c'est vraiment ce côté coopération. Innovation, alors c'était innovation technologique aussi, et communautaire dans le sens où on venait de jeux qui étaient multijoueurs, donc on savait ce que c'était que le game as a service, et c'était vraiment quelque chose où on s'est dit, on sait faire, donc allons-y. On sait faire, ça nous intéresse aussi. Évidemment. J'ai pu mettre tous les petits prix. Oui, alors ça du spoil parce que ça s'est passé après. Mais donc du coup, on a commencé en janvier 2016. Donc je vous rappelle que le projet, le concept, l'idée du concept, en fait, on l'a eu pendant l'année 2013. On a bossé vraiment concrètement sur Actag fin 2014. Là, on est début 2016, donc ça fait déjà quelques temps qu'on pensait à Actag. Il y a eu toute cette partie où il a fallu qu'on réfléchisse à ok, c'est pas juste un jeu, c'est une entreprise, comment on fait. Nous, on connaît bien Lyon, est-ce que c'est la bonne façon? Non, on va à Paris, on connaît pas. Bon, au moins, on va être présenté à des gens bien. On connaît Lyon et Lille. On connaissait Lille aussi un petit peu, ouais, il paraît. Du coup, on a commencé en janvier 2016, donc avec une petite équipe. On a eu la chance de recruter des personnes qui étaient intéressées par le projet, et en plus qu'on connaissait déjà. On les connaissait tous. Alors, le petit tip, c'est que comme on avait enseigné à DSK sur Infogame en Inde, en fait, il y a des étudiants qui étaient sortis, qui avaient travaillé chez Game Baker, qui nous ont rejoints. Et on a eu un petit pack comme ça. C'est pas très sympa de parler des gens comme ça, mais on a eu un petit pack où on a eu un game designer. Il faut pas te sortir, il faut pas te faire boire. Non. On a eu une artiste et un technical designer qui sont arrivés. On a travaillé aussi avec quelqu'un qui s'occupait du narrative design et de la partie communication, on va dire. Et on a commencé en janvier et en fait très vite c'est l'enchaînement. Il y a des besoins en programmation. On a pris un programmeur et on a commencé à avancer comme ça. La particularité, avant qu'on passe à la suite, c'est que nous, au niveau du fonctionnement, comment on fonctionnait en tout cas en 2016, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, qu'on aimerait bien continuer à faire. On le fait toujours un petit peu, mais pas de la même façon. On fait des phases de développement assez courtes, pendant, on va dire, 2-3 mois. Ensuite, on part sur un event où on part faire tester chez quelqu'un. Des fois, ça va être, je sais pas, le studio d'un copain. On part avec notre démo, on fait essayer notre démo on a ratissé tous les events indépendants aussi, histoire de pouvoir présenter un maximum. On a fait tous les events et en fait, tous les 2 à 3 mois, on présentait notre itération de démo, de prototype de Actag pour en fait avoir des feedbacks. On a toujours ce besoin en fait d'avoir des retours des gens et du coup, dès qu'on avait des retours, on faisait un espèce de filtre, de considérer
considérer, qu'est-ce qui était prioritaire ou pas dans les retours, qu'est-ce qui était important à notre niveau, qu'est-ce que nous-mêmes on voulait intégrer comme retour. Parce que quand on crée une boîte, quand on crée un projet, on a besoin d'avoir une direction quand même. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit mais j'aime pas le rouge, j'aime le bleu, qu'il faut choisir le bleu. Okay, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça a du sens pour vous Et donc du coup, on a fait ça tout le temps, pendant tout le développement de Hacktag, du début jusqu'à la fin. Et c'est quelque chose qui peut être un peu blessant, un petit peu usant aussi, parce que en fait, souvent les retours que vous avez, ce sont des retours, surtout en début de projet, des retours qui sont assez cash, et c'est ce qu'on cherche, hein, honnêtement. D'ailleurs, quand il y a des gens qui sont trop gentils, on leur demande, oui, ok, ça c'est sympa, mais qu'est-ce que t'as pas aimé, tu vois. C'est vraiment parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qui gêne, et comment on peut améliorer ça. Comme ça, on peut travailler là-dessus. Et une fois qu'on avait ces feedbacks-là, qu'on les a filtrés, on travaillait pendant généralement un sprint d'une semaine et on essayait de corriger le max de choses possibles en réfléchissant dessus, et en essayant d'améliorer ça. En parallèle du projet Hacktag, du jeu en lui-même, ce qui se passait en background, c'est que on préparait aussi une techno qui nous permettait d'avancer plus vite sur la préparation du jeu. Donc c'est quelque chose qu'on ne parle pas trop. Ouais. Faut voir que c'était une notion qui est venue aussi avec cette notion de ok, vous avez un jeu, maintenant c'est quoi l'entreprise? Et c'est là où on s'est dit ok, peut-être qu'il vaut mieux perdre beaucoup de temps au début, mais histoire d'en gagner beaucoup sur la suite de l'entreprise, plutôt que viser juste ce jeu et une fois qu'il est sorti, pas pouvoir se dire on jette tout et on recommence quoi, en fait. Voilà, donc on s'est vraiment concentré sur notre expérience. On avait différentes expériences. Les plus marquantes pour nous, ça a été Eden Games et Ankama. On a rencontré des gens qui étaient extrêmement talentueux chez Eden Games, chez Ankama. Enfin, vraiment des gens qui tuaient à tous les niveaux, que ce soit artistique, technique. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui perdaient énormément de temps, genre des fois une demi-journée, juste pour faire un build, parce que le pipeline de prod est comme ça. Et au moment où on a créé Piece of Cake Studio, on a dit ça, c'est impossible chez nous, on veut pas. On veut qu'un game designer puisse se concentrer sur du game design, sur de la réflexion, sur du concept, du tweaking, de l'implémentation, et je veux pas qu'il passe une demi-heure à exporter quelque chose, à aller dans un JSON, copier-coller la valeur, la remettre dans un Excel pour le passer dans un deuxième tool d'export. Et en fait, du coup, on a vraiment réfléchi pour faire en sorte que le process créatif soit vraiment au cœur des projets, de l'entreprise, et que les artistes, les game designers, enfin même tout le monde, même les programmeurs, en fait, dès qu'il y avait quelque chose qui les ralentissait sur leur process, dès qu'il y avait je sais pas, on faisait un point grosso modo tous les 2 mois, on voyait avec eux là où ils pensaient qu'ils avaient perdu du temps, où ça aurait été du temps qu'ils auraient pu amener comme valeur ajoutée sur le projet, et on essayait de voir comment on pouvait améliorer ça. Et à partir de là, on a créé une techno, donc on appelle nous Rosalia. Alors c'est une abréviation pour quelque chose qui est bien trop compliqué à dire ici, surtout c'est pas très intéressant. Je m'en souviens même plus. Et grosso modo, l'idée en tout cas en 2016, c'était de faire surtout un outil, une technologie qui aide la production vraiment, c'est-à-dire vraiment l'équipe de production. En tout cas c'était comme ça en 2016, et bon. On y reviendra en 2021. On reviendra, ça a beaucoup évolué depuis. Cette technologie, avant que je parte, on a quand même réussi à gagner un prix donc, qui s'appelait ID, donc qui était avec La Poste et tout. On s'est retrouvé avec plein de gens qui n'étaient absolument pas du jeu vidéo. On est allé chercher un prix chez les Criteo, qui est un énorme truc, enfin juste sur leur rooftop, il y avait la soirée avec la vue sur tout Paris. On n'était pas à notre place en fait. Oh, clairement pas. Alors déjà juste vestimentaire, on n'était pas à notre place. Puis alors, les gens nous parlaient de choses on comprenait pas. Et à côté de nous, ils ont dit vous avez levé combien? Non, mais nous on va pas faire de lever le fond, on fait notre jeu en fait, c'est notre petite boîte. Et puis il y en a un qui me fait dans 2 mois vous y revenez. Bon, ça a pas raté. Il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort parce que comment on finance tout ça? Je vous rappelle que Marine et Xavier sont juste 2 personnes, game designer et programmeur. À l'époque, on avait un peu plus de 30 ans. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Les copains, ils investissent tous dans une maison, un appartement. Nous, on va créer notre boîte. Donc, on a pris nos 20 000 euros qu'on avait en économie, où on aurait normalement dû acheter une maison avec, ou un appartement, et on les a mis dans la boîte. Sauf qu'en réalité, avec 20 000 euros, on ne fait pas très longtemps avec une équipe de 6, 7, 8 personnes.
Donc finalement, arrivé à l'été 2016, fin de l'été 2016, je vous rappelle qu'on était toujours en discussion avec des éditeurs depuis la première Game Connection. Il y avait des éditeurs qui étaient intéressés par le projet, mais qui se posaient la question qui était la bonne. Est-ce qu'il y a les gens pour acheter un jeu coop à 2 joueurs uniquement? Et du coup, nous, on essayait de pousser les discussions avec les éditeurs. On ne peut pas pousser les discussions avec les éditeurs. Les éditeurs, ils ont leur agenda, ils ont leur planning. C'est souvent des choses qui ne sont pas forcément sur la même timeline que nous. Et nous, malheureusement, le problème, c'est que concrètement, le banquier venait nous voir en nous disant « Les gars, ça avance quand même ». Et nous, on disait « Oui, mais en fait, non, pas du tout ». Donc on arrivait un petit peu à sec. En tout cas, on se projetait sur la fin de l'année 2016 à arriver à sec et du coup à pas avoir le temps de finir de créer, de sortir le jeu vidéo. Surtout que du coup, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on était quand même une petite équipe encore en 2016, on était 7-8 personnes. Et quand on retire Marine et Xavier de la production parce qu'on doit chercher des fonds, ça fait aussi beaucoup moins de puissance pour avancer. Et donc du coup, ça crée, c'est une espèce de cercle vicieux qui se crée, qui était un petit peu compliqué. Et donc du coup, on s'est résolu juste après la Gamescom où on a présenté le projet, où on a eu des bons retours. Les gens étaient sympas, ils étaient contents. On avait eu des prix, nous on était contents, mais ça rapportait pas. Les prix, ça rapporte pas de l'argent. Okay, on vous donne un trophée, on dit c'est cool ce que vous avez fait, ça vous apporte de la visibilité. Il y a des éditeurs qui sont intéressés, mais ils ont toujours besoin d'avoir quand même quelque chose de concret. Il faut toujours que ce soit le plus avancé possible pour eux, pour qu'ils prennent le moins de risques possible, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, les éditeurs. Donc il faut comprendre qu'il faut qu'ils l'investissent au bon endroit. Donc du coup, on a réfléchi à commencer à lever le fonds et on a décidé en septembre 2016 de faire une levée de fonds. Alors aujourd'hui, en 2022, quand on parle levée de fonds, on pense à Tencent, NetEase, des millions. À l'époque, pas du tout. C'était pas du tout ça. Le jeu vidéo, c'était pas encore forcément très trending chez les investisseurs. Il y avait quelques investisseurs français, mais ils étaient genre 2. Il y avait quelques business angels, mais ils étaient genre 5. Et si tu sortais pas d'Ubisoft et que tu crées pas quelque chose pour lever des millions, et que c'était juste un petit projet, certes avec une boîte il y avait plus de choses sous le coude, mais juste avec Actag. Du coup, c'était pas forcément quelque chose qui les rassurait suffisamment pour... Donc du coup, on a fait un tour de Love Money, ce qu'on appelle un Love Money. C'est une levée de fonds à petit scope, petite portée, où on va voir les copains, les copines, les contacts indirects, la famille, et on leur dit, on a une super idée les gars, il faut vraiment investir sur nous, et généralement on récolte quelques dizaines de milliers d'euros ou quelques centaines de milliers d'euros pour pouvoir avancer. Voilà, on a fait ça, et pour nous c'était suffisant. C'était suffisant parce qu'on pouvait boucler la production d'Actag sur 2017, et du coup sortir le jeu, et ensuite que ça se passe bien pour la suite. Et du coup, on a sorti le jeu. Et voilà, c'est fini, on a sorti le jeu, on est content, tout s'est très très bien passé pendant la production, comme toujours, et du coup le jeu est sorti sur Steam en février 2018 sur PC, Steam, alors qu'il était prévu sur Steam et console. Alors non, effectivement c'est pas très bien passé, mais on va pas rentrer dans tous les détails parce que ces détails-là vous les connaissez. Ces détails de problématiques de prod. On a eu par contre un gros souci, c'est que avant de faire la sortie officielle en février 2018, on avait décidé de sortir en Early Access en juin 2017. On venait de faire la levée de fonds fin 2016, on avait les sous début 2017. Dans la levée de fonds, et ça fait partie du post-mortem aussi, les choses qu'on ne referait pas, on avait mis dans le post-mortem, voilà, il nous faut tel poste, généralement le genre de choses qu'on fait, on explique quelle personne il nous manque, pourquoi on demande de l'argent, où est-ce qu'on va, et là, il nous manquait clairement, vu que c'était un jeu coopératif et qu'on mettait du online, pour un premier projet c'est quand même assez ambitieux, on avait besoin d'un programmeur réseau. Voilà, jusqu'à présent, c'est moi qui le faisais, c'est pas mon métier. Et du coup... Et vis-à-vis des investisseurs, c'était considéré poste clé, ce qu'ils appellent clé, donc critique. Voilà, donc poste clé, programmeur online, il faut qu'on le trouve. Un programmeur online, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans le jeu vidéo, c'est compliqué. C'est la perle rare. C'est compliqué parce que ils sont payés cher dans le privé ailleurs, et les autres, ils sont pris par Ubisoft. Donc du coup, il ne nous reste pas beaucoup. On a eu la chance
en réalité d'avoir 2 candidats assez rapidement au niveau de nos recherches, dans les 2 premiers mois. On a fait le choix de partir avec un, et c'était le mauvais choix. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant l'Early Access, en juin 2017, on avait une période de bêta forcément pour tester la partie multijoueur online avec les joueurs. On avait organisé ça, c'était assez cool. On était avec PC Gamer qui avait offert des clés gratuites à des joueurs. Du coup, on avait environ 4 à 8 000 joueurs qui étaient prêts à tester le jeu. Sauf que ça s'est pas bien passé. C'est pas bien passé, en fait. Il avait des... Comment dire ça ? Non, en fait, il arrive un point où on privilégie soit le poste clé parce que c'est clé et c'est prioritaire pour le projet, soit l'équipe et surtout ce qu'on veut et l'environnement qu'on veut créer pour l'équipe. L'environnement payait le prix de sa présence. Et il a fallu faire un choix. Et c'était soit le projet et la boîte et on sauvait ça, soit on préserve l'équipe. Et le choix pour nous, il était très vite vu. Voilà, donc ça fait partie des choses qui sont essentielles pour nous. Je vous ai expliqué, on aime bien travailler avec des gens. Donc évidemment, quand on aime bien travailler avec des gens, on aime bien que les gens se sentent bien. On a tout développé autour de ça pour qu'ils puissent se concentrer sur des choses qu'ils aiment faire et qu'ils fassent des trucs cool. Et du coup, on a été obligé de se séparer du programmeur réseau, genre une semaine avant que la bêta online. Il nous avait promis que ça se passerait bien, qu'il avait fait du supercode. Évidemment, c'était complètement faux. Donc du coup, c'était très compliqué. On a retardé un petit peu l'Early Access. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû se réorganiser pour faire en sorte que l'Early Access se lance quand même si c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là, et qu'on puisse finalement arranger ça pendant l'Early Access, en même temps qu'on avançait sur la sortie du jeu. Mais du coup, pendant que tu faisais ça... Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on était concentré sur des problématiques vraiment techniques, on avait une partie de l'équipe créative qui avait fini son boulot, grosso modo, qui était dans les temps. Donc du coup, on a réfléchi un petit peu à comment on pouvait faire pour... juste les occuper en fait, parce qu'on n'avait pas encore l'intention de lancer de deuxième projet. Et du coup, on a lancé un petit atelier autour de la réflexion de comment on pouvait ajouter du contenu pendant l'Early Access. On avait déjà prévu tout le classique, c'est-à-dire des patchs qui arrivaient, des nouvelles maps, etc. Et du coup, on a créé une petite équipe qui a réfléchi, et puis ils sont arrivés très vite sur l'idée de tiens, il y a Halloween qui arrive, on va faire un petit contenu événement saisonnier pour Halloween. Et finalement, ça a été très très cool. Il y a eu des bonnes idées qui sont sorties, et c'est devenu quelque chose de rémanent chez nous. En fait, du coup, donc aujourd'hui, évidemment, ça vous paraît genre, ok, c'est évident. Oui, bonjour, vous faites des événements saisonniers. À l'époque, il y avait quelques MMO qui le faisaient. C'était pas non plus quelque chose de oui, évidemment, Mélie. Du coup, c'était pas quelque chose de forcément très répandu non plus dans des jeux qui étaient action, plutôt coop, etc. La live ops chez les indés, c'était pas quelque chose qui était le mot clé. Et on a lancé ça et ça s'est bien passé. Et en fait, c'est ce qui a un petit peu drivé toute la suite de Hack'Tag. Donc là, on en était en juin 2017 jusqu'à la sortie de Hack'Tag en février 2018. Et ensuite, du coup, ça a un petit peu continué. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas un post-mortem de Hack'Tag. Hack'Tag n'est pas mort. On fait pas grand-chose dessus depuis, mais il n'est pas mort. Et pourtant. Oui. Donc du coup, le jeu est sorti. On était content. Le problème, c'est qu'avec le petit problème qu'on avait eu, on n'a pas pu faire la version console. Donc le jeu est sorti juste sur Steam en février 2018. Et on avait très envie de sortir le jeu aussi sur console. Donc on a regardé un petit peu comment ça se passait auprès des joueurs. On a regardé de loin parce qu'on savait qu'en fait au moment où on sortait Hack'Tag en février 2018, on est arrivé à la fin des fonds. L'Early Access s'est pas aussi bien passé qu'on voulait, donc on a fait moins de ventes que prévu. La sortie du jeu, finalement on savait pas si on allait faire beaucoup plus de ventes ou pas. Donc on avait déjà programmé en réalité de faire une petite période de prestation. Juste après la sortie, pour juste avoir le temps d'avoir le besoin de fonds de roulement, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que les sous les gens qui achètent sur Steam à la sortie, les sous arrivent dans les caisses de Piece of Cake Studio et qu'on puisse continuer à avancer. Du coup, on est passé en Presta. Oui, spoiler warning, la Presta, c'est pas pour nous.
La presta, on n'aime pas ça. Voilà. Pour être honnête, quand on crée la boîte, on avait eu justement plein de conseils. On nous avait dit il faut que vous sachiez où est-ce que vous allez. Et nous, Marine, on était d'accord là-dessus. C'est la presta, juste parce qu'en fait, on a eu des retours de gens. Et la presta, en fait, c'est quelque chose où tu te retrouves dedans. Ils sont par là. Ça peut être. Oui, j'en vois un. Tu peux en fait te retrouver dans une situation où en fait c'est confortable parce que tu as de l'argent qui arrive, mais en même temps c'est pas ton projet. Donc les rapports sont un petit peu bizarres avec la personne qui te demande de travailler. Toi, si tu aimes le côté créatif, c'est pas ton projet. Donc ok, tu as des prestats en créatif, mais malgré tout, c'est quand même encore. Ces rapports, ils existent même quand c'est ton projet, que tu es le créateur avec un éditeur, par exemple. Mais là, c'était un petit peu différent. Bref, c'était pas pour ça. Et surtout, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on avait une équipe qu'on avait recrutée et qui, elle, était rentrée chez Pixelcake Studio, parce que Pixelcake Studio, c'est un jeu qui fait un jeu original, qui fait des choses qui, normalement, faut être un peu fou pour les faire. Qui laisse place à la créativité. Voilà, on avait des partis pris qui étaient assez forts. C'est un studio indé qui crée ses jeux coopératifs. Et du coup, cette petite période n'a pas été super agréable pour l'équipe qui était en place à l'époque. Parce que ça ne correspondait pas à la raison pour laquelle ils étaient rentrés dans une boîte indé, en tout cas. Et encore une fois, comme on privilégie l'équipe avant le reste, on a décidé d'appeler la personne et de lui dire qu'on arrêtait la presta. Voilà. Au milieu de nulle part, sans qu'ils s'y attendent. Grosso modo, on avait prévu 6 mois de prestation avec le studio en question, et on a arrêté au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois, on leur a dit ça suffit. Vous prenez l'équipe pour de la merde, ça nous plaît pas trop, eux ça leur plaît pas trop, donc ça tombe bien. Donc on va juste arrêter là. Et ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que ce genre de décision, elle n'est pas facile à prendre. Elle n'est pas facile à prendre pour Marine et moi, parce que on savait que si on faisait les 6 mois de presta à la place des 3 mois, ça nous permettait d'avancer derrière sur quelques mois pour pouvoir rebondir soit sur du Hacktag, soit sur un nouveau projet. Et là, on a vraiment privilégié juste la cohérence de l'équipe, c'est-à-dire les gens qui étaient parmi nous, qu'on considère forcément talentueux, sinon ils ne seraient plus parmi nous. En tout cas, on s'entend super bien avec eux. Et évidemment, du coup, on a fait un choix qui, normalement, se fait plus difficilement. Oui, c'était pas le premier, comme on l'a dit, et c'était pas le dernier. Enfin, des choix où on se met à risque parce qu'on a certaines valeurs qui nous est propres, et qui pour nous semblent importantes. Donc voilà, on préférait se mettre à risque, mais au moins être droit dans nos bottes que... Voilà, donc ça explique en gros pourquoi aussi Pixelcake Studio n'a pas encore acheté Ubisoft. C'est parce que des fois on fait des choix comme ça, qui sont plus des choix de éthique ou de direction. Oui, on peut te racheter, ça peut arriver. Pas tout de suite parce qu'on est toujours sur les passifs, mais donc on fait des choix comme ça, et je pense que c'est important aussi quand on crée un projet ou quand on crée un studio de respecter aussi la direction dans laquelle on va. On peut s'adapter, il n'y a pas de souci, on n'est pas du genre borné, qu'on y va à tout prix, mais à un moment il faut savoir à quel moment ça dépasse les limites acceptables par rapport à votre équipe, à votre projet, à votre direction, et quand est-ce qu'il faut accepter de faire des concessions. On en reviendra là-dessus. Juste pour finir, parce que ça, mais Xavier, il parle beaucoup quand il parle pas souvent, mais il parle beaucoup. Donc du coup, on va arriver sur le principal. Donc du coup, ce que je vais dire, c'est qu'après que Hacktag soit sorti, on a eu la progression des ventes, c'était cool. On pouvait convaincre des gens pour qu'on devait faire la version console. En réalité, en 2019, les ventes se sont un peu effondrées au moment où on commençait le portage console. On s'est dit, mince, c'est pas cool. On n'a pas très bien compris pourquoi, parce que Marine et moi, on s'occupait pas de ça. Du coup, on s'est un petit peu concentré dessus. On a embauché une chargée de com, marketing. Moi, j'ai commencé à faire des choses que je ne savais pas, mais finalement, j'aime bien. C'est-à-dire analyser, essayer de comprendre en fait pourquoi, comment ça vend, etc. On a aussi commencé à faire vraiment du vrai marketing, de l'advertising. Donc je sais que ça ne plaît pas forcément ici, mais c'est important en réalité, parce que ce qu'il faut voir, c'est que ça rapporte des sous. Quand ça rapporte des sous, c'est que derrière on peut faire des projets cool. Du coup, on a ciblé un petit peu, on a regardé un petit peu comment ça se passait au niveau des ventes. On a regardé les pays où ça se passait un peu mieux que d'autres. On a commencé à investir un tout petit peu, mais vraiment rien, je vous jure. Au début, c'était des campagnes de 50 €, je vous dis, c'est ridicule. C'était juste pour voir un petit peu ce qui se passait, essayer de comprendre un petit peu. Et parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'avant 2019,
avant 2020, on avait zéro data. On avait pratiquement fait aucune campagne d'advertising payée. Il y avait de la communication, il y avait des campagnes de communication, de presse, etc. Mais on n'avait aucune data là-dessus. Et du coup, on a dû faire toute cette accumulation de connaissances sur advertising. Et en fait, au final, on est arrivé sur un mode où on investit au Japon. On a essayé des petites sommes, on a monté petit à petit, et en fait, sur les revenus, on prenait 25 à 20% des revenus, et on les réinjectait en advertising, et on voyait si ça fonctionnait ou pas. Et ensuite, on a enchaîné sur l'Allemagne, on a enchaîné sur le Brésil, sur la Corée, sur l'Espagne. Alors l'Espagne, ça n'a pas du tout marché. L'Espagne, on a laissé tomber. Le Brésil, on a eu des doutes, du coup, on a demandé à Mélanie, parce qu'on s'est dit, tiens, comment ça marche là où ils sont bizarres quand même. Oui, en fait, ils achètent que à Noël, et sinon ils achètent rien, ils payent pas. Donc du coup, on a tout mis à Noël. Et voilà. Et du coup, en fait, le truc cool, c'est que c'est des choses qu'on a appris, qu'on aurait dû apprendre avant, hein, honnêtement. À la sortie d'Actag, ça aurait été mieux qu'on sache tout ça. C'était pas le cas, mais en tout cas, nous, ça nous a permis de nous remettre un petit peu à flot, dans le sens où il y avait un petit peu de revenus qui réarrivaient de Actag. Pendant ce temps, on commençait quand même à travailler sur un autre projet, grâce à des aides, grâce à des choses sur notre prochain jeu coop. Voilà. Il y a quand même une morale là-dessus. C'est quand votre jeu, vous pensez que c'est fini, vous en vendrez plus, si vous le voulez. Non, faut pas. C'est un mauvais conseil. En fait, en vrai conseil, il faut que ça se passe bien à la sortie. Non, mais je vous le dis tout de suite parce que sinon c'est galère. C'est juste très fatigant en fait. Faut que ça se passe bien à la sortie. Mais c'est possible. Si vous pouvez, programmez-le pour que ça se passe au bon moment. Quand ça se passe mal, par contre, et que vous avez l'envie, vous l'avez envie que ça avance quand même avec votre projet, c'est pas perdu pour autant. Et faut pas. C'est ça la morale. Faut pas écouter non plus les gens qui disent ouais, il faut investir 1 000 € par semaine. Non, vous pouvez faire des tests à votre niveau. C'est juste qu'il faut être patient et comprendre un petit peu comment ça se passe et avoir la patience de ça. Ça se débloque. C'est juste qu'il faut attendre un petit peu. Je dis qu'il faut être patient parce qu'en réalité, quand tu fais de l'advertising, tu mets des sous dans des pubs, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, on a un peu arrêté. En fait, ça met en réalité 1 mois avant qu'il y ait un effet. Donc en fait, pendant 1 mois, on est là, mais ça marche pas du tout. Et on est presque au point d'arrêter, mais en fait, non, faut un petit peu pousser le truc. Bon bref, voilà, ça c'était pour vous dire, on a retravaillé le truc, on a réfléchi, et en fait, on aurait pu faire mieux. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas perdu pour autant, parce que les connaissances qu'on accumule, en fait, nous accumulent pour, du coup, notre prochain projet. Et c'est ce que va vous expliquer un petit peu Marine sur, ok, du coup, tout ce qu'on vient de vous expliquer, ça sert à quoi ? Et bien, ça sert en fait à la suite. Donc oui, à défaut de trouver un meilleur mot, parce que c'est pas le mot le plus terrible, l'idée c'est quand même de tout ce qu'on fait, que ça serve à quelque chose. Et quand bien même on ne sait pas encore à quoi ça sert quand on le fait, c'est de réussir à en faire quelque chose. De quoi je parle en fait ? Oui, parce que capitaliser, ok c'est bien, mais sur quoi ? Alors je vais à l'envers, mais... Donc il y a la technologie, je commence par le plus obvious, vous vous en doutez tous. Quand on développe quelque chose, c'est bien que ça soit développé, qu'on puisse le réutiliser. On parle de réseau, c'est bien que le réseau, on en fasse quelque chose, quoi, que ça ne soit pas juste pour un projet. L'idée aussi, et ça c'est ce qu'on a vu quand on a créé l'entreprise, c'est vaut mieux prendre du temps à faire quelque chose pour ensuite gagner du temps. C'est pas un projet, c'est une entreprise. Donc c'est pas grave si on perd du temps sur le premier projet. Maintenant, ce qui est important, nous, c'est le futur, c'est la suite, les prochains projets. Vous nous connaissez, vous n'avez peut-être entendu parler de nous que pour Actag, mais en fait, on a plein d'autres projets qui vont arriver et d'un coup, ça s'est démultiplié, ça avance. Mais c'est pas seulement sur les jeux, ce que je voulais dire, c'est que ça marche aussi à tous les niveaux. Donc là, effectivement, on parlait de tous les outils qu'on a dû mettre en place pour la LiveOps. Mais en fait, tous les dossiers qu'on doit présenter pour avoir des aides, des crédits d'impôt, du soutien, des financements, en fait tout ce qui nous fait suer à faire, mais en fait tout ça, ça s'automatise aussi. Et puis une fois que c'est fait, on peut le faire après plus vite. Et donc là-dessus, on peut gagner un temps énorme. Et du coup, ça a donné lieu à une R&D un peu plus... Oui, donc en fait, Rosalia, ce qu'il faut voir, c'était pas juste un pitch bullshit pour convaincre des gens de nous donner une petite subvention au début. C'est vraiment quelque chose qu'on a continué pendant tout le développement de Actag, du nouveau projet, et qu'on continue encore aujourd'hui, même sur des opportunités qu'on a.
Et en fait, à la base, c'était vraiment quelque chose qui était là pour aider les game designers, aider les artistes, aider tout le monde dans la prod. Et en réalité, ça s'est étendu à tous les niveaux. En fait, on s'est dit, mais en fait, c'est con parce que Marine et moi, on perd beaucoup de temps à faire de l'admin, effectivement, à faire même des trucs sur le marketing. Et en fait, est-ce qu'on peut pas juste s'aider nous-mêmes ou aider les gens qui font autre chose que de la prod? Et du coup, maintenant, notre techno interne, elle sert à beaucoup de choses. Et elle nous aide à tous les niveaux. Et aujourd'hui, en fait, on est hyper rapide à faire n'importe quoi en réalité, à faire une demande de subvention, ok, on le fait. On a un prototype à faire en 6 semaines qui est impossible à faire en 6 semaines, bah on le fait. On a besoin d'avancer sur un projet, de créer un projet from scratch, le développer en 11 mois et qu'il soit terminé, on le fait aussi. Et ça, c'est vraiment des choses, c'est des briques en fait. Et c'est avec Marine, en fait, depuis 2015, ce qui se passe, c'est qu'on construit. Donc on parle de capitalisation, en réalité on parle de construction. On construit Pissock Studio. C'est un peu long parce que c'est beaucoup d'investissement. Ça demande beaucoup de... faut s'accrocher en réalité, il faut vraiment tanker les choses. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais autant vu que depuis aujourd'hui, ça faisait 6 mois quand c'était possible. C'est vrai que ça fait bizarre de te voir. Ouais. Du coup, en fait, c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure. Il faut avoir un petit peu... je dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde. Il y a des gens qui font complètement différents, qui se concentrent vraiment sur du concept unique, avec un gameplay. Non, mais on n'a pas la recette miracle, hein, attention. Mais nous, on se base en fait sur nos compétences, en fait, ce qu'on sait faire et comment on peut aider les autres dans notre équipe. Et c'est ça qui a marché. Donc oui, on capitalise sur la compétence, c'était le plus obvious, mais le second et celui qui nous le tient le plus à cœur, c'est sur l'équipe notamment. Pour nous, c'est notre valeur principale, c'est vraiment ce qu'on aime, donc travailler avec les gens, comme il les disait. Et surtout, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils fassent ce qui leur plaise. En fait, quand ils sont chez nous, et ben, comme on l'a dit, donc la technologie les aide à pas être bloqués dans des process où ils perdent leur capacité créative ou même juste leur santé mentale. Et le but, c'est justement de les pousser à faire ce qu'ils plaisent. Et quitte à ce que c'est même changer de métier. Donc on a par exemple quelqu'un chez nous qui a commencé en tant que web designer, qui a fini game designer. Qui ben, elle est là. Elle veut le micro. Mais c'est un exemple parmi d'autres. On a eu aussi des animatrices qui sont passées caractère artiste. En fait, on cherche vraiment à ce que l'équipe puisse s'exprimer, s'il y a des envies, et que c'est compatible évidemment avec ce qu'on peut faire, parce qu'il y a des besoins des fois qui sont forts sur le projet. Tout le monde ne peut pas changer de métier d'une semaine sur l'autre, évidemment. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose qu'on encourage. Le but, c'est vraiment qu'on trouve qu'il y a plus de choses qui ressortent positives de quelqu'un qui est vraiment dans le projet, intéressé, et qui... il y a plus de valeur ajoutée, il y a plus de choses. Il y a quelque chose de magique qui se passe quand il y a quelqu'un qui est intéressé par le projet, qui est intéressé par ce qu'il fait et qui est OK avec l'éthique de la boîte. Et ça, honnêtement, toutes les autres slides, vous pouvez les oublier. Finalement, la slide la plus intéressante, c'est celle-là. C'est que le côté humain dans le jeu vidéo, en tout cas à notre niveau, au niveau studio indépendant, c'est peut-être ce qui compte le plus, parce que le côté humain, si ça se passe mal, ça peut se passer très très mal et ça peut te tirer vers le bas. Si ça se passe bien, ça peut créer des choses incroyables avec très peu de moyens. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut réfléchir. Et tout ce que vous avez entendu autour, tout ce qui est partie technologie, tout ce qui est partie organisation du travail, etc., c'est vraiment en réalité tout tourné autour de l'équipe et comment faire en sorte que l'équipe fonctionne et comment elle se plaise et comment on puisse faire un projet qui soit vraiment bien. Donc du coup, ça commence par la bienveillance, qui est vraiment quelque chose sur lequel on veille constamment. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser, j'ai mis homme, femme et pas de non-binaire, c'est juste qu'on n'en a pas eu encore. Donc plutôt que mettre 0%, voilà. Et en parlant de bienveillance, c'est des choses aussi où on met en place des systèmes où, quand bien même il y a des blagues qui sortent, qui font rire tout le monde, on essaie de faire en sorte qu'elles soient renouvelées assez vite pour pas que ça tombe toujours sur les mêmes personnes et que ça puisse être mal pris. Je vois qu'il y a quelqu'un qui il fait des blagues toujours à la même personne. Alors non, on dit non. Règle. C'est dans l'équipe, honnêtement, on est super attentif à ça. C'est toujours la même blague sur la même personne. Ok, stop, on arrête, on se renouvelle. En plus, ça fait du bien. Il y aura des nouvelles blagues qui vont arriver, ça va être cool.
Donc en moins évident, il y a aussi le fait de construire sur les idées. Donc les idées, tout le monde en a. Hein. C'est pas réservé aux game designers, c'est pas réservé aux patrons, c'est tout le monde. Et le but, c'est de comment faire quelque chose. Alors comme pour nous, l'équipe, c'est important. C'est aussi important de favoriser des pauses où on peut faire partir en délire, faire d'autres choses. Donc il y a ce côté un peu break. Allez-y, faites ce que vous voulez. Dès que le temps dès qu'on la prod le permet, on fait ça. Et la seconde, c'est d'archiver tout ça, parce que le but, c'est pouvoir revenir dessus au moment où c'est critique et qu'on se dit putain, on avait eu une bonne idée, c'était quoi déjà ? Alors là-dessus, on est vachement à jour. Voilà, c'est un truc qu'on a gardé en fait tous les ans, quand le planning évidemment le permet, par rapport à différents projets. On essaye d'avoir une semaine ou deux avec l'équipe où on peut travailler sur un autre projet. Ça peut être sur un truc de science-fiction dans l'espace, ça peut être un truc sur de la coop, ça peut être un truc sur rien à voir de tout, genre une pelle, un pneu ou une gomme, peu importe. Et en fait, ça permet aussi de se renouveler l'équipe, amener un petit peu de fraîcheur. Et en réalité, vu de l'extérieur, ça peut être genre, ouais, ok, vous faites rien pendant 2 semaines, c'est juste du délire. Non, tout ce qui sort sur ce genre de projet, une semaine ou 2 semaines, pendant une semaine ou 2 semaines, il y a toujours eu un impact sur les projets en production. Derrière. Ça a toujours été réutilisé d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on essaye des choses, on se lâche. Et du coup, c'est quelque chose qui est intéressant. Et un dernier point que je voulais annoncer, c'était surtout de construire sur les opportunités. Alors, c'est pas parce qu'une opportunité se présente qu'il faut forcément la prendre. Loin de là, hein, on a testé des choses qui ne nous ont pas plu. Mais l'idée, c'est surtout de pouvoir se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et de savoir comment on peut créer d'autres choses à partir de ça et évoluer, en fait. Et des opportunités, il y en a tout le temps, en fait, partout. Et c'est juste, ça dépend si on reste ouvert à les recevoir ou juste si on reste en autarcie et dans notre coin à faire notre jeu. Et ça, on l'a compris assez dernièrement aussi. Donc là, on est plus en 2021. Où on s'est rendu compte qu'en s'ouvrant un peu et en regardant un peu ce qu'on est capable de faire et ce qu'on peut faire pour des autres, on a trouvé des opportunités de travailler avec des gens qu'on n'aurait pas eu avant, enfin qu'on n'aurait pas forcément prises avant. Et on s'est dit, mais en fait, c'est cool, moi j'ai envie de faire ça. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir créé sa boîte, c'est de se dire, en fait, j'ai pas envie de rester dans juste ce côté qu'on s'était dit à la base il y a 5 ans, 6 ans. Ok, c'est jeu coopératif seulement, ça rentre pas dedans, désolé, on fait pas. Je suis patron, si en fait j'ai envie de créer quelque chose et de faire et que ça rentre pas dedans, pourquoi je peux pas le faire ? Oui, alors évidemment derrière il y a comme une analyse. Hein. On part pas juste sur tiens j'ai envie de faire quelque chose, on y va. Il y a quand même une analyse derrière. On réfléchit, surtout qu'on est 2 à réfléchir là-dessus. Le but c'est pas de se planter évidemment, et puis il faut que ce soit un peu compatible. Donc ça dépend beaucoup de choses au niveau du planning ou ça, mais effectivement ce qu'il faut voir c'est qu'il y a beaucoup de contraintes sur la création d'entreprise. La gestion de projet, la gestion des sous, c'est hyper chiant honnêtement. C'est pas quelque chose qui nous intéresse. Nous on est vraiment intéressés par la prod, par le jeu vidéo, par créer des jeux vidéo. Et du coup, ce fardeau qu'on a, c'est bon aussi de se dire ok, mais en fait, je suis pas obligé toujours de subir, je peux aussi lancer des choses. Et en fait, ces choses-là peuvent se transformer en quelque chose d'intéressant. Et du coup, depuis 2021, on a créé 2 nouveaux labels. Qui sont partis d'opportunités qu'on avait, mais qui ne rentraient pas dans notre ligne éditoriale principale qu'on avait souhaitée. Et du coup, en avant-première. Oui, juste avant pour expliquer, parce qu'en fait, Marine avait un projet depuis longtemps, et puis moi je suis là, non, on fait du jeu coop. En fait, c'est pas possible. Puis sauf qu'Exio, c'est jeu coop. Ils nous ont dit dans l'incubateur, vous avez une direction, c'est jeu coop. Et en fait, au bout d'un moment, de toute manière, ce qui était important, c'était aussi d'avancer. Et il s'est trouvé qu'on avait l'équipe qui était disponible, parce que moi j'étais en recherche de financement pour le projet principal. Je lui pique l'équipe avant qu'il reparte sur son truc. Le gros démon que vous voyez là, c'est le projet coop qu'on est en train de développer sur Piece of Cake Studio. Donc officiellement, Piece of Cake Studio, c'est notre label où on édite nous-mêmes nos jeux. On peut se faire aider par des éditeurs, il n'y a pas de souci si vous voulez. S'il y a des éditeurs qui sont intéressés dans la salle. Piece of Cake Fabulous, c'est plutôt un label qui est destiné à des jeux fantastiques en single player.
Okay, donc ça rentre pas du tout dans le coop. Ouais. Et vu qu'on avait déjà créé un label, qu'il y avait des gens qui voulaient travailler avec nous et qu'on fait pas de prestations, je vous rappelle, on s'est dit ok, on va ouvrir un label pour la coproduction. Être capable de travailler avec des gens qui ont envie de travailler avec nous, accepter qu'on travaille aussi sur les idées d'autres gens, mais en apportant, par contre, on prend des risques avec eux, mais on apporte notre partie créative. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je sais pas ce que ça donne. On l'a pas sorti encore la vidéo, ça. Oui, c'est une version. C'est tout frais. C'est une version pré-montage qui est censée être diffusée dans 4 jours. 10 jours. 10 jours. Oui, 10 jours. Il a mis la grosse vidéo très très lourde, mon PC n'a pas supporté, donc ça ramait un petit peu. Ah oui, j'ai mis la 4K. Ok, je viens de comprendre ce que tu me disais. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va montrer à la GF1 on va montrer d'autres choses, mais du coup on avait envie un petit peu de montrer parce que ça fait, les gens ils croient qu'on a fait juste Actag et que depuis on est mort. Non, on n'est pas mort, on est là, c'est compliqué, ok, on a un studio indépendant, c'est compliqué d'avancer sur tout ce qu'on veut faire, faut trouver des moyens. Là, on a la chance que notre techno, elle arrive un petit peu à maturité, donc en fait, on va super vite et on a commencé à s'ouvrir un peu à l'extérieur, alors qu'avant, on était très centré sur nos projets. Et du coup, il y a des gens qui commencent à comprendre, en fait, à quel point on est rapide et à quel point ça avance bien et du coup c'est cool parce que on peut enfin leur dire vous voyez on vous l'avait dit vous n'allez pas nous croire et voilà donc par contre c'est encore que quelque chose de early voilà ouais, on vous dit ça mais soit demain ça se passe bien cool, soit demain on n'existe plus mais voilà c'est toujours pareil voilà peut-être que demain c'est fini et donc si vous avez des questions. Bien, est-ce qu'on a des questions pour Marine et Xavier ? Ouais. Merci, c'était très cool. Tu as le bonjour d'Emmanuel Corneau qui travaille chez nous, donc avant que j'oublie, au moins c'est transmis. Comment vous arrivez là justement à passer en multi-projet ? Enfin, vous êtes 16. Et au passage, je suis impressionné que vous soyez un studio indé sans Presta. Bravo. Nous aussi. Oui, on se demande comment on est là encore. C'est pas facile. Bon, 2 questions du coup. Actag a bien cartonné quand même pour vous faire vivre toutes ces années, c'est un beau succès quand même au niveau commercial. Non. Okay. D'autant plus bravo. Du coup ma question plutôt sur le multiprojet. Ouais. Là à 16 vous arrivez comme ça à gérer pas mal de prod en même temps grâce à la tech et à tout ce que vous avez développé du coup. Ouais c'est ça. En fait l'avantage c'est que je vais juste mettre une parenthèse avant, c'est les prods se chevauchent. On n'a pas encore 2 lignes de prod pure. Okay, c'est l'objectif à terme, mais là pour l'instant elles se chevauchent, donc il y a des... En ce moment, il y en a 2, mais elles sont fin d'une et début d'autre. Allez, vas-y. Non, tu le dis très bien. Donc effectivement, là, on est sur de l'enchaînement. Donc on a commencé un projet, par exemple, l'été dernier. Donc on travaille toujours sur notre projet coopératif qu'on fait nous-mêmes, qui est en pause depuis l'été dernier, officiellement. On a développer des financements. On peut les utiliser, mais on attend le beau moment pour le faire, en fait. C'est-à-dire à un moment opportun, aléatoire, qui ne sera jamais annoncé tout de suite, mais peut-être bientôt. Et du coup, en fait, on a commencé à travailler sur d'autres projets. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on travaille en ce moment, on travaille beaucoup sur le label Fabulous, qui sont les univers fantastiques. Donc, vous avez vu des images, projets, mais il y a 2 projets qui sont complètement différents. Il y en a un qui est pour une audience qui est différente de l'autre. L'idée, c'est vraiment des projets fantastiques solo. Et du coup, il y a un projet qui a commencé l'été dernier, qu'on termine là, bientôt. Et il y a un projet qui a commencé en janvier, qu'on terminera à un moment donné. Je ne peux pas trop en dire dessus. Du coup, c'est vraiment l'enchaînement. Mais par contre, on monte progressivement, tu vois. On fait ça, on essaie de faire ça bien. Le but, c'est pas... On n'a jamais eu l'ambition à Piece of Cake Studio d'être un studio de 150 personnes. Ok, c'est pas notre objectif. Si ça arrive, parce que tu vois, on dit jamais. Si ça arrive, la levée de fonds, on a vu ce que ça donnait, donc maintenant... nous, c'est pas notre objectif. Notre objectif principal, c'est d'avoir des équipes à taille humaine, et du coup, on avance comme ça. Donc, c'est évidemment beaucoup la tech qui nous aide aujourd'hui. En fait,
au bout de 6 ans de développement, ça fait long, 6 ans, hein, y a des choses qui arrivent au fur et à mesure, qui sont là, et c'est vraiment, je vous disais, c'est les briques. C'est vraiment, ça arrive, on construit, donc au début, c'est pas un mur, quoi, c'est quelque chose qui est sur le sol, t'as 4 cailloux, t'es là, bon, bah, ça sert pas à grand chose, et puis au fur et à mesure des années, ça grossit, et là tu commences à avoir ton mur sur lequel tu peux commencer à te baser. Je sais pas si la comparaison était très bonne, Laurent, t'en penses quoi? C'est une allégorie très singulière. Ouais, très singulière aussi. Maçon, c'était sympa aussi. Donc voilà, on en est là. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est toujours très... on n'est pas en mode « Salut les gars, on est les caïds, on a 3 labels, 12 projets ». Non, c'est quand même quelque chose qui est très... comment dire ? On construit ça petit à petit. Voilà. Et on tente, ça se trouve demain, il y en a un qui n'existera plus. On se tente. Pour l'instant, on a réussi à sécuriser ce qu'on voulait, petit à petit. Mais on n'est pas sûr de l'avenir. Enfin, on ne peut pas dire demain, on est encore là. En fait, on avance petit à petit. Le moteur, ça a été, encore une fois, vous allez comprendre que c'est un truc qui est rémanent, qui revient à chaque fois dans nos discours, c'était l'équipe. En fait, les gens qui ont fait vraiment un gros travail au niveau du recrutement, les gens qui rentrent chez nous, à part au tout début du studio, quand des fois on a fait 2-3 erreurs à cause de choses qu'on avait dit, mais sinon c'est vraiment quelque chose qu'on fait vraiment attention. On préfère prendre quelqu'un où on pense qu'il va s'intégrer bien dans l'équipe, il est dans le trip du projet, dans le trip de l'entreprise, plutôt que de prendre un caïd où on pense que ça va être juste une plaie, tu vois, dans le studio. Et du coup, le problème, c'est que malgré tout, quand on avançait sur juste nos productions, avec des financements qui arrivent, et puis ça diminue, et puis il faut retrouver, et puis ça arrive, bah, le problème, c'est que tu vois, le cycle que je suis en train de faire là, c'est un peu le cycle que tu as au niveau des fonds, et c'est le cycle de comment tu es capable de payer l'équipe qui travaille avec toi. Malheureusement, tu perds des talents. Tu perds des talents, tu perds des gens avec qui tu avais envie de travailler, et on ne voulait plus ça. Donc du coup, on est passé sur un système où on essaye d'avoir 2 projets toujours en constant pour justement que les gens ils puissent passer de l'un à l'autre. Et puis ça fait du bien aussi, ça fait du bien à l'équipe. Les gens, au bout d'avoir passé 2 à 3 ans sur un gros projet où c'est compliqué, ça avance doucement, repasser sur un petit projet ou sur un projet différent en termes d'univers et de gameplay, ça leur fait vraiment du bien. Merci. Merci. Alors, moi, l'allégorie sur les cailloux et le mur m'a séché. Mais je ne sais pas si quelqu'un a envie de réagir par rapport à ça. Non, pas particulièrement. Moi, j'avais une question à titre très personnel. Il y a un sujet qui n'a pas été abordé parce qu'on a fait un post-mortem de votre vie de 2015 à 2021, à peu près. Et pas tant du jeu. Moi, je me rappelle avoir entendu parler du jeu avant même qu'il soit vraiment en prod pure. Et il y avait cette volonté d'avoir cette direction artistique, on va dire, anthropomorphique. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle de ce qui s'est passé, de comment vous l'avez vécu, de sortir un jeu avec une DA anthropomorphique et comment les gens l'ont reçu. Oui. Alors ça, c'était une expérience très singulière. Effectivement, on aurait pu en parler. Et j'ai quand même parce que moi je l'ai vécu en tant que pote à discuter avec vous et j'ai fait oh la vache. Donc en fait Black Sat c'est cool, enfin nous Français on trouve ça super chouette. Et puis en fait en sortant aux États-Unis en première cible, on a découvert que là-bas Black Sat ils connaissent pas. Non, là-bas l'anthropomorphique ça veut dire fury. Et là, on a fait « Qu'est-ce que c'est que Fury ?» Voilà, donc on était un peu on est tombé des nues parce qu'on n'avait jamais entendu parler de ça. Donc on a avancé 2014, 2015, on avance sur le projet, on fait l'univers, ouais, ça va être des animaux anthropomorphiques, pas de violence, machin, c'est cool. Je comprends pourquoi les éditeurs hésitaient. Et voilà, du coup en 2016, on a commencé à discuter, enfin à faire sortir du coup autour des événements le projet. Des gens l'ont vu et il y avait des gens qui commentaient sur fucking Furries. Qu'est-ce qui se passe c'est qui? Et voilà. Donc par contre, pour l'anecdote, il y a eu, on s'est posé la question du coup, merde. On a une belle communauté. Hein. On a fait alors on a des gens bizarres. Sur Discord, il y a eu des discussions, des conversations très bizarres, des échanges de dessins aussi très bizarres. Mais globalement, en fait, ça a été moins pire que de la façon dont on l'a ressenti au début. Ouais. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est anecdotique. Il y a peut-être 1%, 5%, 10% des gens qui vont dire de la merde ou penser quelque chose sur votre projet, sur vous, n'importe quoi. Mais au final, c'est vraiment une minorité. Il ne faut pas se focaliser dessus parce qu'en réalité, ça bloque rien du tout. Aujourd'hui, les États-Unis, parce qu'en fait, le vrai problème, c'était aux États-Unis. C'est là où ça a commencé. Après, ça a un petit peu pris en Angleterre. Je me souviendrai toujours, j'ai fait une conférence en Suisse
Et la première question que j'ai eue, c'est ah, c'est chouette, vous avez fait un jeu pour la communauté Fury, c'est gentil. Sachant qu'il probablement il l'était forcément. Et j'étais très gênée parce que j'ai dû lui dire, mais en fait, je ne savais même pas que ça existait. Et c'était très gênant comme première question. Et en réalité, du coup, ça n'a pas gêné, c'est juste que nous, du coup, ça a été un petit peu déstabilisant. On n'a pas su sur quel pied danser, on ne savait pas si on devait les accueillir, si on devait les rejeter. Donc on a fait comme d'habitude, on a juste laissé les gens vivre, en fait, et ça s'est très bien passé. J'avais un autre truc à dire. C'est une culture qu'on ne connaissait pas, en fait, tout simplement. Il y a plein d'anecdotes à parler autour des Furies. Il y a plein de choses à dire. On aurait pu faire 2 heures de présentation juste là-dessus. Je savais que tu allais lancer ce sujet. J'étais obligé. Voilà. Non, alors par contre, c'est un appel à tous ceux qui veulent faire de l'anthropomorphique. Ouais, alors tous ceux qui veulent faire de l'anthropomorphique, sachez que vous allez vous heurter à ça. Je pense que quelque part, j'ai l'impression que c'est moins pire aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais ça reste quand même. C'est pareil. Ça reste quand même un blocage avec beaucoup de mouvements pour, qui s'insultent. Et en fait, nous, on ne sait pas gérer ça. Moi, pareil, comme il dit, mais vivez votre vie. En fait, qu'est-ce que vous en avez à foutre de l'autre ? Et en fait, non, on se retrouve heurté à des commentaires assez violents parfois. Ça continue parce que nous on continue du coup de lancer des pubs Facebook, etc. Et des fois la pub Facebook, on a revu les formats, c'est format 30 secondes vidéo, on la laisse tourner, les gens ils sont contents, qui connaissent pas, ils découvrent Hack'Tag. Et des fois je reçois des notifications de commentaires sur la pub. Alors personne met des commentaires enfin je pensais que personne ne mettait des commentaires sur les pubs. En fait si, il y a des gens qui mettent des commentaires et du coup il y a toujours des fucking Furies qui sortent dans toutes les langues, donc je sais le traduire en espagnol aussi. Donc voilà, c'est toujours le cas. Il y en a toujours un petit peu, mais c'est pas très grave. Et surtout, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les Furies, les vrais, la communauté Fury, ne nous considère pas comme Fury. On est des hérétiques. On n'est pas des vrais Fury. Donc, on est rejeté par la communauté Fury et on est rejeté par les anti-Fury aussi. Donc, on est au milieu. Comment on appelle l'entre-deux ? On dit rien. On laisse faire. D'accord. Voilà, donc par contre, ça se passe très bien en Europe, ça se passe très bien en Asie. En Asie, ça marche bien. Il n'y a pas de souci avec ça. La culture du dessin autour de personnages animaux, des dieux, etc., des divinités, ça, on connaît, il n'y a pas de problématique. On ne sait pas pourquoi, on ne cherche pas, ça ne nous intéresse pas, nous on se concentre sur les jeux. Et puis après, les gens en veulent ou en veulent pas, et c'est pas très grave en fait. L'important c'est qu'il y ait des gens qui apprécient le projet et que nous on puisse continuer à proposer des expériences différentes. Mais du coup sans Fury. Très bien. Donc dans les prochains jeux, pas d'anthropomorphique. Non. D'accord. Ou alors ça sera les méchants. Et on en saura bientôt. D'accord. On en saura bientôt plus sur les prochains jeux, j'espère. Normalement, oui. D'accord. Je laisse flotter ça quelque part. Voilà, très bien. Voilà. Est-ce qu'on a une dernière question ou est-ce qu'on les libère ? Ouais, allez. Ça, c'est l'équipe qui l'a fait. Mais je me suis dit que c'était parfait pour venir ici. Allô ? Ouais, c'est bon, j'entends. Allô ? Merci beaucoup, c'était très cool. Moi, j'ai une question sur un peu plus sur le début de la production et tout. Donc du coup, vous faites pas de la gestion de prod de formation, de ce que j'ai compris, enfin, un peu quand même. Pour ma part, j'ai commencé en game design et après je suis allée en gestion de projet. Enfin, j'ai commencé à bosser en tant que chef de projet. Du coup, la gestion de prod a pris quand même une part importante du projet de ton côté. Je ne gère pas du tout les projets. Okay. je gère la boîte, ce qui est rien à voir. C'est en fait, comme je n'étais pas formé, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et du coup, quand je lui ai laissé gérer le projet, je gérais la boîte. Non, mais on est très logique. Et du coup, quand vous êtes lancé, donc il y avait donc la partie gestion de projet, plus la partie création de boîte, plus du coup du biz dev à faire à côté. Est-ce que ça vous a pas fait prendre trop de recul sur la production ? En fait, quel était le rapport avec l'équipe qui produisait à ce moment-là, quand vous avez réussi à concilier les deux C'est une bonne question parce qu'il y a effectivement des moments qui sont très délicats. Donc je l'ai un petit peu sous-entendu, c'est qu'il y a des périodes où on est obligé de s'absenter entre guillemets de la prod parce qu'on est obligé de trouver des solutions pour la suite. Ça peut être lancer un nouveau projet justement sur notre philosophie on essaie d'avancer avec 2 projets. Ça peut être rechercher des financements pour notre projet principal puisqu'on l'autofinance pour l'instant. Ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être aussi effectivement le côté admin, gestion, networking. Par contre, c'est quelque chose qu'on essaie de limiter au maximum.
au maximum qu'on peut, c'est-à-dire qu'il y a des fois on peut juste pas le limiter, mais on essaie de limiter. Nous, on est vraiment dans la prod, on se force pas vraiment. Il y en a forcément l'un de nous deux, on s'échange, mais il y en a forcément un de nous deux. Moi, honnêtement, autant je peux passer dans la prod, le mieux je me porte. C'est vraiment pour ça que normalement je suis pas là, je suis pas. C'est pour ça qu'il parle autant, c'est parce que là en ce moment il est pas sur une prod, donc c'est pour ça qu'il a besoin de parler. Moi, j'ai plein de choses à dire. J'aurais beaucoup plus de choses à dire sur Actag, j'aurais beaucoup plus de choses à dire sur les autres projets. Ça pas que ça m'intéresse pas, mais j'aime bien vraiment travailler avec les gens dans l'équipe, etc. Donc on essaye toujours, en tout cas, pour répondre à ta question exactement, on essaye toujours de rester dans la prod. C'est super important, surtout que en fait on a cette techno qui nous aide à produire. Et en fait, si t'es pas dans la prod, la R&D en fait elle sert à rien si elle est pas connectée à quelque chose. La R&D en fait elle peut partir très très loin sur des trucs qui n'intéressent en fait personne. Tu vois, tu pars dans un trip, tu recherches, tu trouves, à partir de ta trouvaille, tu recherches et tu pars dans autre chose. Et en fait, concrètement, les gens, ils n'ont pas besoin de ce que tu as trouvé. Okay, donc nous, en fait, on a vraiment cette réflexion. Et pour avoir cette réflexion complète, il faut toujours être évident, puisqu'on est toujours là, on est 16. Mais 16, c'est pas beaucoup, tu vois. Donc forcément, Marie-Aimon est toujours moteur en fait de cette partie-là aussi. Voilà. Donc oui, on n'est pas toujours aussi présent qu'on veut l'être, mais non, on se force vraiment à être le plus présent avec l'équipe qu'on peut. Merci. Tu peux passer à ton pote. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question, surtout par rapport à la réutilisation des... Quand vous parlez de briques que vous réutilisez, notamment en termes de dev, est-ce que vous auriez des conseils à donner un peu pratique de quand on commence à dev une feature, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait un peu avoir en tête pour que ce soit le plus réutilisable possible après ? Mais en fait, c'est surtout sur des... Nous, je te dis déjà, à la base, on a une réflexion. Donc, il y a les besoins de la prod, il y a les besoins du projet. Donc, tu vas d'abord développer en fait ce qu'il y a besoin pour ton gameplay, pour ton game concept. Ensuite, pendant que tu avances, si tu travailles avec des gens, tu vas avoir les gens qui vont travailler sur le moteur ou peu importe sur le projet, ils vont produire et en fait ils vont se retrouver avec, en tout cas si vous parlez, communiquez, par exemple vous allez prendre un café, il va dire putain ça fait chier, le Unity il est encore planté 3 fois quand j'ai installé le plugin. Ça arrive jamais chez nous. Voilà, donc on a même des gifs pour ça. Donc du coup, en fait, quand il y a un problème comme ça qui est évoqué, on l'intègre très rapidement. Et en fait, c'est forcément quelque chose qui est rémanent. C'est forcément quelque chose qui est récurrent, qui revient, qui impacte la personne. Sinon, généralement, les gens se plaignent pas juste pour un truc qui leur arrive une fois dans leur vie au hasard. Ils oublient assez vite. Et même un système d'interface, un système, tu le penses, tu dis je vais en avoir besoin pour tous mes jeux. Donc ton système d'interface, certes, tu le fais pour les besoins du jeu là, mais tu dis c'est quoi le prochain jeu ? Comment je vais le faire ? Après, faut voir, Marine et moi, on a plus de 15 ans d'XP dans le jeu vidéo, donc forcément, il y a aussi un petit peu de recul, tu vois, sur les choses qui peuvent être réutilisées. Quand on voit quelqu'un travailler, on voit les choses où il pourrait être plus rapide, juste par expérience. Et ça, c'est aussi l'expérience que tu gagnes normalement. Mais là, par exemple, sur les labels Fabulous, donc les jeux plutôt fantastiques, nous, on était plutôt jeux action coop. Donc tu peux dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est réutilisable. En réalité, il y a quand même des choses qui le sont, déjà de base, que tu ne penses pas, et en fait tu t'aperçois, genre des systèmes de skills que tu ne pensais pas du tout utiliser sur ton jeu, en fait tu te rends compte que c'est super adapté pour répondre à une problématique de ton jeu, de simulation ou de gestion, de stratégie, mais qui est un petit peu détourné, mais en fait ton système il marche parfaitement, et ça te fait gagner genre 3 mois, direct. C'est là où les GD sont bons aussi, c'est détourner ton système que tu as fait, le réutiliser d'une autre façon, et du coup, le programmeur fait j'ai fait ça, mais ça sert pour tout ça. Donc je vais continuer de travailler dessus parce que je sais que ça va étendre aussi toute la. Ouais, c'est quelque chose qui se développe. Et après, par contre, tu as des axes. Tu sais que par exemple, si tu vas faire un jeu de gestion au hasard ou un jeu de stratégie, tu vas avoir beaucoup d'interfaces. Et tu sais, parce que tu travailles un petit peu dans le jeu vidéo, que les interfaces c'est chiant. C'est chiant. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui m'expliquent. J'adore ça, j'en mangerai tous les jours. Voilà, c'est quand même. En fait, c'est pas chiant de faire des interfaces. Au contraire, c'est intéressant parce que tu parles aux joueurs. Ok. Ce qui est chiant, c'est que
c'est dur, souvent c'est technique un peu, et en plus tu reviens dessus 50 fois parce que le gameplay il évolue forcément. Enfin, on cherche pas à faire un truc statique. Entre la couleur que tu as choisie au début et à la fin du projet, t'en as déjà. Ouais, tu veux plus la voir, mais nous, il y a des projets, on est passé par toutes les couleurs, honnêtement. Et là, on est à peu près content pour 3 mois. Donc heureusement, il sort avant. Mais voilà, globalement, en fait, c'est à la fois de l'expérience, mais c'est aussi d'abord, tu fais ce qu'il y a besoin pour ton projet, et ensuite, tu vois comment se passe l'organisation autour de ton projet, et tu restes attentif. En fait, il faut vraiment rester attentif. Je pense que Chloé, qui est maintenant chez Ishtar, et qu'on aurait... Elle est contente d'être là ce soir, on l'a cité 3 fois. Elle peut confirmer, on est vachement en fait à l'écoute de ce qui se passe sur la prod, de comprendre et d'essayer d'améliorer les choses quand on a du temps. Parce qu'elle est aussi témoin des fois, effectivement, pour reprendre la question, des fois on n'a juste pas le temps. Xavier, Marine, des fois ils sont complètement occupés à régler des incendies qui se passent autour de eux. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous avez fait une belle perf en termes de temps, hein. C'était vachement bien. Ouais, c'est bien. Ah, incroyable.